Tu fais tout ce qu'il faut pour ton chien. La nourriture de qualité, les sorties régulières, les jouets, les câlins. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Il est agité, il détruit des objets, il aboie pour un rien, ou au contraire, il semble absent, replié sur lui-même. Mais le vrai problème, ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu ne sais pas encore que son cerveau attend de toi. Parce que pendant 15 000 ans, le chien a évolué aux côtés de l'humain. Pas juste pour cohabiter, pour communiquer, pour se synchroniser, pour former quelque chose qui ressemble à un vrai partenariat biologique. Et dans ce partenariat, il y a des besoins très précis, gravés dans sa neurologie, que la plupart des propriétaires ne comblent jamais, pas par négligence. Parce que personne ne leur a expliqué comment le cerveau d'un chien fonctionne vraiment. Aujourd'hui, on va voir 5 de ces besoins. 5 choses concrètes, sans matériel spécial, sans formation, que tu peux commencer à faire différemment dès aujourd'hui. Premier besoin, lui laisser une trace de toi quand tu pars. Quand ton chien te regarde partir, ce qu'il perd en premier, ce n'est pas ta voix ou ta silhouette, c'est ton odeur. Et cette disparition a un effet neurologique direct et mesurable. Le cerveau du chien traite l'odeur de son propriétaire comme un signal de sécurité. Quand ce signal disparaît brutalement, une zone précise de son cerveau, celle associée à la vigilance et à la gestion du stress, s'active. Des recherches en neurosciences animales ont montré que l'odeur du propriétaire stimule le circuit de récompense du chien, la même région cérébrale activée par une friandise ou un jeu. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réponse chimique réelle. Un vêtement porté, laissé dans son espace de repos, agit comme un régulateur physiologique pendant ton absence. Son rythme cardiaque reste plus stable. Son cortisol monte moins vite. Les comportements de détresse diminuent significativement chez les chiens qui conservent ce signal olfactif pendant l'absence de leur propriétaire. Ce geste prend 10 secondes. Avant de partir, pose un t-shirt que tu as porté près de son panier. Ton odeur lui dit que tu existes encore quelque part, même quand tu n'es plus là. Et si tu alternes régulièrement les vêtements laissés, le signal reste frais et efficace plus longtemps. Certains propriétaires vont plus loin en laissant également un objet qu'ils manipulent quotidiennement, comme une vieille paire de chaussettes ou un gant. Le principe est le même, maintenir ta présence olfactive active dans son espace de repos pendant toute la durée de ton absence. Deuxième besoin, lui permettre de lire le monde avec son nez. La promenade, pour la plupart des propriétaires, c'est une question de distance et de temps. On sort, on marche, on rentre, mais pour le cerveau d'un chien, une promenade où il ne peut pas s'arrêter renifler librement, c'est l'équivalent d'une journée de travail où on t'interdirait de regarder ton téléphone, de parler à tes collègues, d'accéder à la moindre information sur ce qui se passe autour de toi. Le nez d'un chien contient environ 300 millions de récepteurs olfactifs contre 6 millions chez l'humain. La zone de son cerveau dédiée au traitement des odeurs est proportionnellement 40 fois plus grande que la nôtre. Quand ton chien s'arrête sur un poteau, il ne traîne pas, il lit. Il identifie qui est passé là, dans quel état émotionnel, depuis combien de temps. Chaque surface de ta rue est une source d'informations dense que son cerveau traite activement. 20 minutes de promenade où ton chien renifle à sa guise apporte plus à son équilibre mental qu'une heure de marche rapide en laisse tendue. Son cerveau a besoin de stimulation cognitive, pas seulement de dépenses physiques. Tirer sur la laisse à chaque fois qu'il s'arrête, c'est lui couper l'accès à son principal outil de compréhension du monde plusieurs fois par jour. Troisième besoin, vérifier s'il veut être touché avant de le toucher. On touche son chien quand on en a envie, quand on rentre épuisé et qu'on a besoin de réconfort, quand on le trouve mignon dans son panier, quand on veut lui montrer qu'on l'aime. Mais le chien, lui, n'a pas été consulté. Il existe une technique simple, documentée par les comportementalistes, appelée la règle des 3 secondes. Tu caresses ton chien pendant 3 secondes, puis tu retires ta main complètement et tu observes. S'il se rapproche, s'il pousse ta main avec son museau, s'il pose une patte sur toi, il te demande de continuer. Le signal est clair. Mais si son regard se détourne, si sa langue lèche rapidement ses lèvres, si son corps reste immobile sans chercher le contact, ou s'il se lève et change de place, il préfère que tu t'arrêtes. Il te le dit, juste pas avec des mots. La plupart des propriétaires n'ont jamais testé ça. Les études sur le langage corporel canin montrent
que dans une grande majorité des interactions observées, les chiens envoient des signaux de gêne ou de stress pendant les caresses, et que leurs propriétaires ne les perçoivent pas. Un chien qui sait qu'il peut refuser un contact sans être ignoré ou corrigé développe une confiance envers son propriétaire qui change tout. Chez le vétérinaire, il est moins réactif. Dans les situations nouvelles, il te cherche pour se réguler. Dans les moments de stress, il vient vers toi plutôt que de fuir. La confiance ne se construit pas avec les grandes démonstrations. Elle se construit sur des centaines de petits moments où ton chien a vérifié que son signal comptait. Et cette confiance-là, une fois installée, résiste à tout. Elle change fondamentalement la façon dont il vit les situations nouvelles, les inconnus, les imprévus du quotidien. 4e besoin. Rester calme quand lui ne l'est pas. Les chiens ont des neurones miroirs calibrés sur les émotions humaines. Quand tu es tendu, anxieux, agité, son corps enregistre les mêmes signaux. Pas parce qu'il comprend ce qui te stresse, parce que sa physiologie copie la tienne en temps réel. Ton cortisol modifie chimiquement l'air que tu expires. Son nez le capte avant même que ton visage change d'expression. Ça joue dans les deux sens. Quand tu t'assois lentement par terre pendant un orage, quand ta respiration ralentit, quand ton corps se relâche, son système nerveux commence à s'aligner sur le tien. Tu deviens son ancre physiologique. Dans les moments de peur, qu'il s'agisse d'un feu d'artifice, d'un déplacement chez le vétérinaire ou d'une situation inconnue, ta présence physique calme est la seule chose qui agit directement sur sa neurologie. Aucun spray, aucune friandise donnée dans la précipitation ne fait ce que ton corps calme fait naturellement. Les propriétaires qui réagissent avec excès face à la peur de leur chien, en le prenant brusquement, en haussant la voix pour le rassurer, en s'agitant autour de lui, amplifient involontairement son état d'alerte. Son cerveau lit le tien et conclut que la situation est effectivement grave. Rester bas, immobile, proche, sans gesticulation inutile, c'est ce que son système nerveux attend de toi. 5e besoin, un espace que personne ne viole jamais. Dans la nature, chaque animal a besoin d'un endroit où son niveau de vigilance peut descendre complètement, pas partiellement, complètement. Un espace où aucune stimulation ne vient interrompre la récupération du système nerveux. Ton chien a ce même besoin dans ta maison. Un coin, un coussin, une caisse ouverte, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est la règle qui l'accompagne. Quand il est là, personne ne l'appelle, personne ne le dérange. Personne ne l'oblige à revenir dans l'espace social. Pas les enfants, pas les visiteurs, pas toi. L'erreur la plus fréquente est d'installer cet espace confortable et d'aller immédiatement câliner le chien dès qu'il s'y installe parce que la scène est attendrissante, ou de l'appeler depuis cet espace pour lui donner sa gamelle ou pour qu'il salue quelqu'un. Chaque interruption lui apprend qu'il n'existe nulle part dans cette maison un endroit où il peut vraiment se poser sans être rappelé. Un chien qui n'a jamais cette permission accumule un niveau de stress chronique qui finit par apparaître dans son comportement sous forme d'hyperactivité, d'agressivité ou de destruction. Des comportements que les propriétaires interprètent comme de la désobéissance, mais qui sont la conséquence directe d'un système nerveux qui n'a jamais eu le droit de souffler. Créer cet espace prend 5 minutes. Faire respecter la règle par tout le monde dans le foyer prend un peu plus de temps. Mais les effets sur le comportement global de ton chien deviennent visibles en quelques semaines. Ces 5 besoins ne coûtent rien. Ils ne demandent ni équipement ni expertise. Ils demandent de comprendre comment le cerveau de ton chien fonctionne et d'ajuster de petits gestes quotidiens en conséquence. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 5 points tu ne savais pas encore ? Je lis tous les commentaires. Abonne-toi. Chaque semaine, on décrypte ce que ton chien essaie vraiment de te dire et comment lui répondre dans son langage.